Alors, on va continuer avec les exigences de moyens. Donc, les exigences de moyens, vont signifier là des aspects un peu plus technologiques par rapport à la RT 2012. Donc, l'objectif, en fait, c'était d'accélérer le développement des énergies renouvelables en maison individuelle. D'accord? Donc, la RT 2012 laisse 4 choix. Des capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Et surtout, en fait, ce critère-là, c'est pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc, c'est des capteurs solaires thermiques. C'est aussi une pompe à chaleur. D'accord? Ça va être aussi une chaudière gaz à condensation. Ou bien ça va être aussi un réseau de chaleur. D'accord? Donc on va regarder le premier là. Du coup, c'est la production d'eau chaude sanitaire à partir d'un système solaire thermique. Il faut un minimum de 2 mètres carrés de capteur. Bien sûr, bien l'orienter entre 20 et 60 degrés sud. Par contre, il faut surtout démontrer que la conception de notre système va impacter au moins le CEP de 5 kWh énergie primaire par mètre carré par an. Si on est en dessous, donc si on est sous-dimensionné par rapport à ça, on ne passera pas. D'accord? Donc il faut une surface minimum de panneaux solaires pour jouer à ça. Donc au niveau des systèmes solaires, vous avez différentes techniques. La solution la plus simple, ça va être celle-là. On va retrouver, et les moins chères normalement, un ballon d'eau chaude ici couplé à un petit panneau solaire. Voilà. Hop. Et là, en fait, on va venir en préchauffage de la chaudière. D'accord? Par contre, une fois que là, ça va être vidé, c'est la chaudière qui prend le relais pour chauffer à ce niveau-là. D'accord? Donc là, il va falloir une chaudière assez puissante, puisque là, si on n'a plus d'eau chaude à l'intérieur, donc c'est de l'eau froide qui arrive directement, et cette eau froide, il va falloir la passer de 5 degrés à 60. Donc il faut une grosse puissance, d'où là l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même installer une chaudière d'au moins entre 20, non, c'est à peu près 24 kW. D'accord? Pour pouvoir accélérer notre chauffage d'eau chaude sanitaire en instantané. L'autre système, ça va être cette fois-ci la chaudière, donc toujours notre ballon avec les panneaux solaires, donc couplés via un échangeur à l'intérieur du ballon d'eau chaude. Donc maintenant vous êtes des spécialistes des ballons d'eau chaude, vu qu'on en a fait une modélisation l'autre fois avec Consol. Ça doit vous rappeler des souvenirs. Le problème ici, c'est qu'on va mettre un deuxième échangeur à l'intérieur de notre ballon. D'accord? Donc là, on n'a plus de chaudière instantanée. Ça veut dire que si on épuise tout notre système, et du coup, il va falloir attendre un tout petit peu pour que ça se recharge. Mais bon, normalement, avec la chaudière, on doit quand même pouvoir chauffer assez rapidement. D'accord? Et le petit souci qu'on va avoir aussi, c'est qu'on va être tout le temps en température à l'intérieur. Donc du coup, on va avoir des pertes, puisqu'on est tout le temps régulé à 65 degrés normalement. Donc on risque d'avoir des pertes de chaleur un peu plus fortes. D'accord? Donc voilà un autre type de système intéressant à réaliser. Donc la deuxième solution, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par énergie renouvelable. Donc des réseaux de chaleur, il y en a à peu près dans toutes les villes. Sur Épinal, par exemple, on en a 3. D'accord? Sur Paris, il y en a des dizaines. On ne les voit pas, mais vous pouvez voir les chaufferies. Par exemple, en haut du Soulcer, là, je ne connais pas le quartier, mais pas loin de là où il y a tous les salles de sport, le dojo, etc. Je pense que vous voyez, là, il y a une grande chaufferie. Et il me semble que là, par exemple, c'est toutes les maisons qui vont être autour, enfin la plupart, vont être reliées à un réseau de chaleur. D'accord? Où on a la possibilité d'être reliés. D'accord? Alors, on peut mettre du réseau de chaleur, c'est bien, mais il y a quand même des conditions.
il faut que ce réseau de chaleur soit alimenté à plus de 50% par énergie renouvelable ou de récupération. C'est-à-dire que biomasse, ça marche, mais déchets aussi incinérés, ça marche. D'accord? Donc c'est là un critère récupération. Okay, donc là, il y a toute une liste, hein, vous verrez, je le mettais dans le cours. On peut imaginer aussi des systèmes qui récupèrent la chaleur des data centers, par exemple, donc tout ce qui est géothermie, biomasse. Voilà. Il y a plein de solutions, vous verrez. Je vous laisserai le PowerPoint, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième solution. Après, on a encore deux autres solutions. Donc là, utilisation d'eau chaude sanitaire thermodynamique. D'accord. Donc l'idée, ça va être de récupérer la chaleur depuis l'extérieur pour l'introduire dans notre ballon via une pompe à chaleur. D'accord. Le critère important qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un COP supérieur à 2 pour notre système thermodynamique, dans notre pompe à chaleur. Donc si je reviens un peu à un système thermodynamique, à quoi ça ressemble, bah, c'est ça. Donc on a le ballon, hein, vous voyez en partie basse, c'est le ballon d'eau chaude, et en partie haute, on a le système pompe à chaleur. Donc c'est exactement comme votre frigo, sauf que là, c'est le côté opposé de votre frigo. Hein, ici, on met pas du froid, on met la partie chaude, hein, parce que vous savez que derrière votre frigo, on a un système d'évacuation de chaleur. Ce système d'évacuation de la chaleur, en fait, c'est la partie chaude. Nous, c'est ce qu'on utilise ici. Et l'autre côté, on va avoir une partie froide. Et cette partie froide va nous servir à pomper les calories à l'extérieur de la maison. Ou bien aussi, on a un système couplé qui peut être assez intéressant. Comme ça, là, vous pouvez voir ici. En fait, quand on a un système de ventilation simple flux, le problème de la ventilation simple flux, c'est qu'on va prendre de l'air chaud et qu'on va l'évacuer vers l'extérieur. D'accord? C'est dommage. On s'embête à faire chauffer de l'air avec notre chaudière et nos radiateurs. Et puis, pour un problème de qualité d'air, qui est tout à fait respectable, ça, il n'y a pas de problème, mais on envoie quand même de l'air chaud à 19 degrés à l'extérieur. Donc là, c'est dommage. Donc, si on plaçait un échangeur ici, froid, donc qui va être capable de récupérer cette chaleur, et par un système thermodynamique, on pouvait l'envoyer comme ici dans l'eau chaude sanitaire, et on ferait des économies d'énergie. D'accord? Donc voilà un petit peu les différents systèmes. Hein. Donc, je rappelle, il faut un COP supérieur à 2. Donc un COP, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient de performance de notre pompe à chaleur, puisque tout ça c'est une pompe à chaleur derrière. Donc je rappelle, pompe à chaleur, on a un système compresseur. Ensuite, on a un condenseur qui va produire du chaud. Ensuite, le gaz, le fût de frigo va redescendre par un détendeur qui va faire chuter complètement la pression. Et du coup, comme la pression chute, la température chute. Donc du coup, on va repasser, ici on va recondenser normalement, voilà. Et par contre, comme on va le réchauffer, comme la température va être plus froide, on va pouvoir réchauffer notre fût de frigo à l'extérieur, qui va faire évaporer à l'évaporateur, qu'on va pouvoir recompresser, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc l'efficacité, ici, ça va être, ou le COP, hein, c'est epsilon, ici, c'est Q2 divisé par W. Donc c'est la chaleur récupérée au condenseur divisée par le travail, l'énergie demandée par le compresseur. D'accord? En d'autres termes, si je prends une courbe thermodynamique, ici c'est le cycle donc pression, enthalpie qu'on va retrouver concernant notre pompe à chaleur. Donc si je prends ici, je suis juste avant le compresseur, donc on comprime, on monte en pression, hein, puisque ici c'est l'évolution de la pression. Donc on monte en pression et en même temps on récupère de l'énergie. Vous voyez, là l'enthalpie augmente, hop, de notre gaz. Ensuite, arrivé ici, on va refroidir notre gaz, hop, donc le condenseur. Donc c'est-à-dire qu'on cède l'énergie à l'atmosphère. Donc ici, si c'est pour notre eau chaude sanitaire, c'est le ballon d'eau chaude sanitaire qui récupère la chaleur. Hop, on condense. Hein. Donc normalement, c'est des condensations, donc c'est un phénomène isotherme qu'on va avoir. Et une fois que tout le gaz est condensé, on passe à la détente. Donc le petit détendeur qui vient là. Hop, on rechute en pression.
Donc du coup, on rechute aussi en température et on repasse à l'évaporateur qui va nous faire gagner de l'énergie. Hop, vous voyez, hein, l'enthalpie va remonter, et ainsi de suite. D'accord? Hein, donc voilà le cycle, hein, donc, pour ça. Hop. Donc là, j'avais un petit calcul de demander. Si on reprend l'exemple de la partie précédente, si j'ai un système d'eau chaude sanitaire thermodynamique avec un COP de 3,02, quel est mon besoin d'eau chaude sanitaire? D'accord? Donc ça, pareil, normalement, je vous laissais quelques minutes le recalculer. Donc voilà, hein. En gros, c'est pas dur, hein, c'est le besoin de chauffage va être égal, puisque ici j'ai une énergie finale de 6,6, d'accord? Donc si j'ai un COP de 3,02, ça me fait un besoin en eau chaude sanitaire de 19,93. D'accord? Donc ça, on pourra revoir, hein, le calcul ensemble si vous voulez après. Ok, et le quatrième solution, donc, c'était de recourir à une production d'eau chaude sanitaire et au chauffage par une chaudière à micro-cogénération. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une micro-cogénération. Mais en fait, le principe, c'est d'avoir une chaudière ici qui va sortir du coup des gaz chauds, et avec ces gaz chauds, on va faire passer ça dans un moteur. D'accord? C'est un moteur Stirling, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Et ce moteur, du coup, va utiliser les gaz chauds pour tourner, hop, 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 et produire de l'électricité. Comme les gaz n'ont pas été totalement refroidis, je peux encore utiliser la chaleur qui sort pour la faire passer dans, du coup, un ballon d'eau chaude. Et du coup, on peut aussi utiliser ça en chauffage ou eau chaude sanitaire. D'accord? Donc avec cette chaudière, je produis de l'électricité et de la chaleur. D'accord? Donc ça, c'est super intéressant. Et notamment, ça évite le problème du rendement de Carnot. Et on peut retrouver des rendements beaucoup plus intéressants notamment qu'une centrale nucléaire, puisque l'énergie en fait perdue par la centrale nucléaire, nous on la réutilise pour chauffer nos maisons. D'accord? Donc là, hein, c'est assez intéressant pour la chaudière à condensation. Hop. Donc là, normalement, je vous laisse un petit avec McLesguy. Je vous mets la vidéo à la suite, d'accord? Donc je vais stopper celle-là et on vous passez à la vidéo de McLesguy qui vous explique ce que c'est qu'un moteur Stirling, et ensuite on se retrouve après celle-là pour continuer sur la RT 2012.